La chope de bière s'écrasa contre le plancher en bois dans un craquement violent qui fit taire instantanément le Murphy S. Rotos. « Tu te crois spécial ?» La voix de V.P. Jackson transperça le silence soudain comme une lame. Sa main massive enserra le col de la petite femme qui essuyait les tables. Le tatouage de serpent qui s'enroulait autour de son cou épais semblait s'animer tandis qu'il la tirait plus près, son haleine puant le whisky et la menace. « Je t'ai posé une question simple, ma belle. Ce bar paie sa protection ou ce bar brûle? Alors, qu'est-ce que ce sera ?» Elena Rodriguez garda ses yeux bruns fixés sur le sol, son langage corporel criait la soumission, même tandis que 10 membres du Desert Viper Motorcycle Club se levèrent de leur siège, formant un cercle de prédateurs autour d'elle. Elle mesurait peut-être 1,63 m dans ses baskets usées, sa chemise de serveuse blanche pendait lâchement sur sa silhouette menue. Ses cheveux foncés tirés en une simple queue de cheval la faisaient paraître encore plus jeune que ses 35 ans. Tout en elle chuchotait, ordinaire, oubliable, faible. Mais dans exactement 15 minutes, V.P. Jackson serait à genoux, implorant le pardon. Avant de plonger plus profondément dans cet incroyable moment de transformation, je suis curieux. Avez-vous déjà complètement méjugé quelqu'un en fonction de son apparence? Peut-être avez-vous pensé que quelqu'un était faible seulement pour découvrir qu'il possédait une force au-delà de votre imagination. Laissez vos histoires dans les commentaires ci-dessous, car je les lis absolument toutes. Et ces expériences nous rappellent à quel point nous faisons souvent des hypothèses dangereuses. Si les récits de guerriers cachés et de héros inattendus vous touchent autant qu'ils me touchent, veuillez envisager de cliquer sur le bouton « Merci ». Votre soutien nous aide à continuer de partager ces puissantes histoires vraies qui nous rappellent à tous que la véritable force se trouve souvent dans les emballages les plus inattendus. La tension au Murphy S. Rotos montait depuis 20 minutes avant que ce verre n'éclate. Les Desert Viper étaient arrivés juste après 20 h, leur Harley annonçant leur arrivée par un rugissement tonitruant qui avait tendu chaque client du petit bar au bord de la route. Ce n'était pas leur première visite dans des établissements le long de l'autoroute près de Camp-Pendleton, et leur réputation les précédait comme un nuage sombre. 3 bars au cours du dernier mois avaient mystérieusement pris feu après avoir refusé leur service de protection. 2 propriétaires avaient fini à l'hôpital avec des blessures que les victimes affirmaient être dues à des accidents. Elena les avait vus entrer tandis qu'elle pliait méthodiquement des serviettes à la station de service. Ses mouvements étaient précis et économes. Jake, le barman de 25 ans, avait immédiatement commencé à transpirer en voyant les écussons de crâne sur leur gilet de cuir. « C'est eux » avait-il murmuré à Elena. Les Desert Viper. Ce sont ceux qui ont incendié le Rossetti S à Oceanside. Elle avait simplement hoché la tête, continuant de plier les serviettes en triangle parfait, chacune identique à la précédente. Jake avait remarqué cela chez Elena durant les 6 mois où elle avait travaillé au Murphy S. Tout ce qu'elle faisait avait une précision quasi militaire. La façon dont elle essuyait les tables en quadrillage parfait. La façon dont elle disposait les condiments avec une précision géométrique. La façon dont elle ne tournait jamais le dos à la porte plus de quelques secondes à la fois. V.P. Jackson avait fait son entrée comme un roi conquérant, ses 1,90 m faisant irruption avec arrogance, les bras écartés. Le tatouage de serpent qui lui donnait son surnom commençait à sa mâchoire et disparaissait sous son gilet de cuir, et son crâne rasé luisait sous les lumières ambrées du bar. Ses 9 compagnons se dispersèrent derrière lui selon ce qu'Elena nota silencieusement comme un schéma de dispersion tactiquement judicieux, couvrant les sorties, maintenant les lignes de vue, établissant une domination sur l'espace. « Bonsoir, les gens » avait annoncé V.P. à la douzaine de clients habitués, sa voix portant ce ton particulier de fausse amabilité qui précédait la violence. « Ne faites pas attention à nous. Nous sommes juste ici pour un verre amical et une petite discussion d'affaires. » Les habitués, pour la plupart des vétérans de la base voisine et des ouvriers locaux, s'étaient agités inconfortablement sur leur siège. Le shérif Tom Bradley, un cinquantenaire grisonnant de 55 ans qui avait fait 2 missions en Irak avant de revenir pour servir et protéger, sirotait un café à la banquette du coin. Il avait lentement posé sa tasse, sa main burinée se posant près de sa hanche, là où son arme de service aurait été s'il avait été en service. Elena s'était approchée de leur table avec son bloc de commande, gardant les yeux baissés et la voix douce. « Que puis-je vous servir, messieurs ?» C'est alors que le premier signe de problème avait éclaté. L'un des motards, un homme maigre aux dents carriées par le méthamphétamine, lui avait tapé les fesses alors qu'elle passait. « Et si tu commençais par sourire, ma belle ? On dirait que quelqu'un est mort. » Elle avait simplement reculé hors de portée d'un mouvement fluide qui semblait accidentel mais ne l'était pas, continuant de prendre leur commande sans accuser réception de l'agression.
Jake avait commencé à bouger de derrière le bar, son jeune visage rougi par la colère. Mais Elena l'avait regardé et avait fait un secouement de tête presque imperceptible. Les motards avaient commandé de la bière, beaucoup, et Elena les avait servis efficacement et en silence. C'est alors qu'elle avait senti le poids de l'attention de Vipé se poser sur elle comme une chose physique. Elle essuyait une table voisine quand il l'avait interpellée, et, la serveuse, où est Murphy? Nous devons discuter d'affaires. Monsieur Murphy est à Phoenix pour la semaine, avait répondu Elena doucement, sans le regarder dans les yeux. Je ne fais que le remplacer. Et bien alors, Vipé s'était levé, sa silhouette massive projetant une ombre sur elle. Je suppose que vous devrez nous transmettre un message. Dites à Murphy que les Desert Viper offrent leur service de protection à ce bel établissement. 5 000 par mois, et nous garantissons que rien de mal n'arrivera à cet endroit. Elena continua d'essuyer la table déjà propre. Je lui dirai que vous êtes passé. C'est alors que son attitude était passée de fausse amabilité à une véritable menace. Je ne pense pas que vous compreniez, ma belle. Ce n'est pas une visite de courtoisie. C'est une exigence commerciale. Chaque bar d'ici à San Diego est sous notre protection. Ceux qui refusent. Il sortit un briquet, l'ouvrant et le fermant avec une menace exercée. Eh bien, des accidents arrivent. Incendies électriques, fuites de gaz, des choses tragiques. Je comprends, avait dit Elena doucement. Mais je ne peux pas prendre de décision pour Monsieur Murphy. Je sers juste des boissons et nettoie des tables. La formation que les motards avaient inconsciemment adoptée autour d'elle avait un nom dans les tactiques militaires, l'encerclement. Mais il y avait une faiblesse dans leur positionnement qu'Elena avait automatiquement catalogué. Celui près du jukebox mettait son poids sur son mauvais genou. Elle avait remarqué sa légère boiterie en entrant. Les deux près de la table de billard étaient concentrés sur l'intimidation plutôt que l'observation, manquant le lent déplacement du shérif Bradley vers une meilleure position défensive. Vipé lui-même se tenait trop près à l'intérieur de l'espace de réaction, une erreur née de l'excès de confiance. Les doigts d'Elena avaient trouvé le petit morceau de métal suspendu à la chaîne autour de son cou, caché sous sa chemise ample. La plaque militaire usée était chaude contre sa peau, un rappel de qui elle avait été, de qui elle essayait de ne plus être. 3 missions en Irak et en Afghanistan, 15 éliminations confirmées, 4 étoiles de bronze, une purple hat, tout cela enfermé dans un garde-meuble avec son uniforme de cérémonie et ses chevrons de sergent d'artillerie. Elle était venue au Murphy S cherchant le calme, la paix, un endroit où elle pourrait simplement être invisible et servir des boissons à des gens qui ne savaient pas ce que c'était que d'avoir du sang sur les mains. Mais le trouble, semblait-il, avait une façon de trouver les marines, même ceux à la retraite, qui essayaient de disparaître dans la vie civile. Elena vérifia rapidement son smartphone tactique renforcé, son boîtier en aluminium de qualité militaire frais contre sa paume. Les capacités de communication cryptées et sa connectivité satellitaire de l'appareil étaient conçues pour des conditions de terrain extrêmes, une habitude qu'elle ne pouvait briser même dans la vie civile. Les fonctionnalités de sécurité spécialisées signifiaient qu'elle pouvait appeler des renforts qui comprendraient réellement la situation, bien qu'elle se fût jurée de ne plus jamais avoir besoin d'utiliser ses contacts. Le téléphone retourna dans sa poche aussi silencieusement qu'il en était sorti. « Écoute » avait dit Vipé, sa patience s'épuisait clairement. « J'essaie d'être gentil ici, mais tu rends les choses difficiles. Et si on faisait ça ? Tu as l'air d'une fille intelligente. Tu convaincs Murphy de voir les choses à notre façon, et peut-être que je te donnerai un petit bonus. Combien tu gagnes ici ? Salaire minimum plus pourboire ? Je pourrais m'assurer que tu sois bien payé. Merci, mais je suis bien avec mon arrangement actuel, avait répondu Elena, levant finalement les yeux vers lui. Ses yeux bruns étaient calmes, presque sereins, ce qui semblait l'enrager plus qu'une désobéissance ne l'aurait fait. C'est alors qu'il avait tendu la main et enserra son bras avec ses doigts charnus, serrant assez fort pour laisser des ecchymoses. Écoutez bien, petit monsieur prétentieux. Je vais devoir vous demander de retirer votre main de la dame. Le shérif Bradley s'était levé, sa voix portant l'autorité de quelqu'un habitué à être obéi. Même en vêtements civils, il avait ce port altier et reconnaissable d'un soldat de carrière. Vipéry, ne relâchant pas le bras d'Elena. Et qu'allez-vous faire, vieil homme ? Vous êtes hors service, hors de votre juridiction, et en infériorité numérique de 10 contre 1. Rasseyez-vous avant de vous faire mal. Mais le shérif n'avait pas reculé. Plusieurs autres clients, remarqua Elena, au moins 5 portaient des insignes d'unité ou des tatouages militaires, s'étaient agités sur leur siège, prêts à le soutenir.
L'air au Murphy s'était épaissi de la promesse de violence. Tom, ça va, avait dit Elena doucement, utilisant le prénom du shérif. Ces messieurs étaient juste en train de partir. C'est alors que Vipé avait commis son erreur cruciale. Il la tira plus près, son autre main cherchant son col. Ce n'est pas vous qui décidez quand nous partons. Nous partons quand nous sommes prêts et bien décidés. Et en ce moment, je crois que nous devons donner une leçon de respect à tout ce bar. Le bruit des chaises raclant le sol avait empli le bar alors que d'autres clients se levaient. Jake avait attrapé la batte de baseball qu'il gardait derrière le bar. Mais l'attention de Vipé était entièrement concentrée sur Elena, sur l'établissement de sa domination, sur le fait de briser ce qu'il considérait comme une résistance inappropriée de quelqu'un qui aurait dû se tapir. Vous savez quel est votre problème, grogna-t-il, son visage à quelques centimètres du sien. Vous croyez être meilleur que nous? Vous vous croyez trop bien pour montrer le respect dû. Peut-être ai-je besoin de vous rappeler votre place. Sa main libre saisit le devant de sa chemise, froissant le tissu dans son poing. Elena était restée parfaitement immobile, sa respiration contrôlée, ses yeux stables. Aux yeux de tous les observateurs, elle ressemblait à une serveuse terrifiée essayant de ne pas provoquer plus de violence. Mais le shérif Bradley, avec ses 2 missions de combat, avait vu autre chose. La façon dont son poids s'était déplacé sur la pointe des pieds. La façon dont ses mains s'étaient positionnées. La façon dont elle avait incliné son corps pour créer de l'espace pour le mouvement. Dernière chance, avait grogné Vipé. Vous allez appeler Murphy tout de suite et lui dire qu'il a un nouveau partenaire commercial où les choses vont devenir très désagréables pour tout le monde ici. Je ne peux pas faire ça, avait simplement dit Elena. C'est alors que la chemise se déchira. Le bruit du tissu qui se déchirait était choquant dans sa finalité, le coton blanc s'ouvrant du col à mi-poitrine alors que Vipé tirait de toutes ses forces considérables. Elena trébucha en arrière, la chemise ruinée pendait, révélant le débardeur noir en dessous. Mais c'est ce que ce débardeur révéla qui changea tout. Le silence qui suivit fut absolu. Même le jukebox sembla marquer une pause entre les chansons, comme si l'univers lui-même avait besoin d'un instant pour assimiler ce qui venait d'être exposé. Sur le dos d'Elena Rodriguez, visible à travers le tissu fin du débardeur, se trouvait une œuvre d'art qui racontait une histoire de service, de sacrifice et de statut de guerrier d'élite. L'aigle, le globe et l'encre du corps des marines des États-Unis s'étalaient majestueusement sur ses omoplates. Le travail détaillé était si précis qu'on pouvait distinguer les plumes individuelles sur les ailes de l'aigle. Mais c'est le texte en dessous qui fit halter plusieurs vétérans du bar. First Force Recon était ancré en lettres grasses, la marquant comme membre de l'une des unités d'opérations spéciales les plus élites du corps des marines. En dessous, sa désignation, Gunny Rodriguez 0311, le code de spécialité militaire pour l'infanterie, la pointe de la lance, ceux qui vont là où les autres craignent d'aller. Mais le tatouage n'était qu'une partie de l'histoire. Autour, il y avait des cicatrices, le genre de cicatrices qui racontaient leurs propres histoires à ceux qui savaient les lire. Une cicatrice de balle boursouflée près de son omoplate gauche, les marques révélatrices d'éclats d'obus le long de ses côtes, une longue cicatrice déchiquetée qui disparaissait sous l'ourlet du débardeur, suggérant une blessure par arme blanche qui avait nécessité de sérieux soins médicaux. Vipé Jackson resta figé, sa main agrippant toujours le tissu déchiré, sa bouche légèrement ouverte tandis que son cerveau tentait de traiter ce qu'il voyait. Derrière lui, ses compagnons désertes vipères s'étaient immobilisés de la même manière, la confiance prédatrice s'écoulant de leur visage comme de l'eau d'une tasse brisée. Force Recon, souffla le shérif Bradley, sa voix portant clairement dans le silence. Bon sang. La transformation dans le port d'Elena était subtile mais indubitable. Elle n'avait pas bougé, n'avait pas pris de posture de combat, n'avait rien fait d'ouvertement menaçant. Mais quelque chose dans sa façon de se tenir avait changé, comme un interrupteur basculant de civil à guerrier. Ses épaules se redressèrent, son menton se leva, et quand elle parla enfin, sa voix avait perdu sa qualité douce et soumise. Monsieur Jackson, dit-elle, utilisant le vrai nom de Vipé, qu'elle n'aurait pas dû connaître. Je crois que vous me devez des excuses pour avoir détruit ma propriété. Le changement dans l'atmosphère de la pièce était palpable, comme le changement de pression avant un orage. Le visage de Vipé Jackson traversa une série d'expressions, confusion, reconnaissance, incrédulité, et finalement la réalisation naissante qu'il avait commis une erreur de jugement catastrophique. Sa prise sur le tissu déchiré se desserra, et le coton blanc tomba au sol comme un drapeau de reddition. Comment connaissez-vous mon nom? Sa voix avait perdu sa basse autoritaire, grimpant plus haut avec incertitude.
Elena ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, elle se tourna lentement, donnant à tout le monde dans le bar une vue claire de l'œuvre d'art militaire et des cicatrices de bataille qui ornaient son dos. Plusieurs téléphones étaient apparus, les gens enregistrant ce qu'ils sentaient être un moment dont ils voudraient se souvenir. Mais Elena ne semblait pas le remarquer ou s'en soucier. Steven Jackson, dit-elle calmement, renvoyé de l'armée avec déshonneur il y a 6 ans pour vol et vente de matériel militaire. A fondé les Desert Viper il y a 3 ans, actuellement recherché pour interrogatoire dans 4 affaires d'incendie criminel et 2 agressions aggravées. Elle fit une pause, le laissant assimiler. Je me fais un devoir de savoir qui menace les établissements dans ma zone d'opération. Votre zone d'opéra, VIP commença, puis s'arrêta, les pleines implications le frappant comme un coup de marteau. Depuis la banquette du coin, un homme grisonnant d'une 60aine d'années se leva lentement. Elena lui avait servi du café tous les mardis pendant 6 mois, sans jamais savoir qu'il était le colonel Mike Harrison, récipiendaire de la médaille d'honneur à la retraite. Sergent d'artillerie Rodriguez, dit-il, sa voix portant l'autorité du commandement malgré ses vêtements civils. Première force de reconnaissance. Je me souviens de vous maintenant. Opération Phantom Fury, Fallujah, 2004. La posture d'Elena changea légèrement, une réponse inconsciente à un officier supérieur. Monsieur, vous êtes celui qui a tenu cette école pendant 17 heures avec un fusil cassé et 3 chargeurs de munitions tandis que les hélicoptères d'évacuation tentaient de passer. Ce n'était pas une question. J'ai eu de l'aide, monsieur. Le caporal-chef Williams et le soldat de première classe Chen. Ils n'en sont pas sortis. Un autre client se leva. Maria Santos, qui tenait le magasin de fleurs dans la rue. Personne ne savait qu'elle avait été infirmière de la marine rattachée à des unités de marine. J'étais au camp Lederneck quand ils vous ont ramené. 60% de brûlures, 3 blessures par balle, assez d'éclats d'obus en vous pour faire sonner un détecteur de métaux à 50 mètres. Le médecin a dit que vous ne marcheriez plus jamais. Les médecins peuvent se tromper, dit simplement Elena. Les Desert Viper reculaient vers la porte maintenant, leur formation antérieure complètement brisée, mais ils trouvèrent leur chemin bloqué par 5 hommes qui s'étaient discrètement repositionnés pendant la conversation. Chacun avait le port de quelqu'un qui avait vu le vrai combat, pas les bagarres de bar et les tactiques d'intimidation auxquelles les motards étaient habitués. Vous partez déjà, demanda l'un d'eux, un hispanique avec des chevrons de sergent tatoués sur son avant-bras. Mais vous ne vous êtes pas encore excusé auprès de la dame. Le visage de Vipé devint rouge, pris entre l'humiliation et son besoin de sauver la face devant son équipe. Écoutez, nous ne savions pas quelle était, je veux dire, si nous avions su quoi. Elena fit un pas en avant, et bien qu'étant presque un pied plus petite que Vipé, il recula d'un pas involontaire. Que j'ai saigné pour ce pays? Que j'ai gagné le droit d'être traité avec une dignité humaine fondamentale, ou juste que je pourrais vous blesser de manière que vous ne pouvez même pas imaginer? Pendant la confrontation tendue, la main d'Elena se porta inconsciemment à son bas du dos, où elle gardait un kit médical compact caché sous son tablier de serveuse. Les fournitures de traumatologie de qualité professionnelle comprenaient des agents hémostatiques militaires et des médicaments de combat conçus pour les urgences sur le champ de bataille. Les composés coagulants avancés et les solutions de gestion de la douleur avaient sauvé des vies en Irak et en Afghanistan. Des outils qu'elle portait toujours par habitude parce qu'un marine est toujours préparé, même en servant des boissons dans un bar au bord de la route. Le poids du kit était rassurant, bien qu'elle priât de ne plus jamais avoir à l'utiliser. Tout cela à la fois, admit Vipé, sa voix petite. Le shérif Bradley s'était rapproché, sa main posée négligemment sur son téléphone. Madame Rodriguez, souhaitez-vous porter plainte pour agression? Nous avons de nombreux témoins de l'attouchement non désiré et de la destruction de propriété. Elena réfléchit un instant, puis secoua la tête. Pas besoin, shérif. Je pense que monsieur Jackson et ses amis étaient juste en train de partir, et ils ne reviendront pas. N'est-ce pas, monsieur Jackson? La menace dans sa voix était subtile, mais indubitable. Vipé hocha rapidement la tête, son crâne rasé ballottant comme un ornement de tableau de bord. Non, madame. Nous ne reviendrons pas. En fait, nous nous assurons que tout le monde sache que le Murphy S est interdit. Complètement interdit. Et les autres établissements que vous avez menacés? Le ton d'Elena suggérait que ce n'était pas une demande. Nous allons reconsidérer notre modèle d'affaires, balbutia Vipé. À genoux. L'ordre claqua comme un fouet, et Vipé se retrouva à tomber à genoux avant que son esprit conscient ne puisse traiter ce qui se passait.
C'était la voix de quelqu'un habitué à une obéissance absolue dans des situations de vie ou de mort. Madame. Il la regarda, confus et terrifié à parts égales. Vous m'avez agressé, détruit ma propriété, menacé mon lieu de travail et mes collègues. La voix d'Elena était calme, presque conversationnelle. Dans certaines parties du monde où j'ai opéré, vous seriez déjà mort, mais nous faisons les choses différemment ici. Alors, vous allez vous excuser correctement et ensuite vous allez partir et vous allez faire passer le mot que tout ce comté est sous la protection de marines qui ont vu des choses plus effrayantes que vous-même lors de nos jours les plus faciles. Les excuses de Vipé furent bégayantes mais sincères, prononcées à genoux devant toute son équipe et un bar rempli de témoins. Quand Elena hocha finalement la tête en signe d'acceptation, il se redressa à la hâte et se dirigea vers la porte, ses compagnons désertes vipères le suivant comme des chiens fouettés. Au seuil, il se retourna. Puis-je demander ? Pourquoi le cacher ? Pourquoi faire semblant d'être juste une serveuse ? L'expression d'Elena s'adoucit légèrement. Parce que, Monsieur Jackson, les vrais guerriers n'ont pas besoin de faire de la publicité. Nous ne portons pas notre force à l'extérieur. Nous la portons discrètement et ne l'utilisons qu'en cas de nécessité. Je suis venu ici pour la paix, pour servir du café et nettoyer des tables et me souvenir de ce que c'est que d'être normal. Vous m'avez enlevé cela ce soir. Les motards partirent sans un mot de plus, leur moto démarrant avec nettement moins d'arrogance qu'à leur arrivée. À travers la fenêtre, les clients les regardèrent disparaître dans la nuit, et tout le monde savait d'une manière ou d'une autre qu'ils ne reviendraient pas. Le bar resta silencieux un long moment après leur départ. Puis le colonel Harrison prit la parole. « Sergent d'artillerie, si vous me permettez, que faites-vous ici ? Avec votre dossier, vous pourriez faire n'importe quoi, sécurité privée, force de l'ordre, enseigner à Quantico. » Elena ramassa sa chemise déchirée du sol, la pliant avec la même précision qu'elle avait montrée avec les serviettes. « Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, j'ai fait mon temps en étant extraordinaire. J'ai été la pointe de la lance, la première à traverser la porte, la dernière à sortir. J'ai 47 éliminations confirmées et probablement le double non confirmé. J'ai une boîte pleine de médailles dans un garde-meuble et des cauchemars qui me réveillent à 3 heures du matin chaque nuit. » Elle se déplaça derrière le bar, sortant une chemise de rechange du Murphy S. Rotos de l'étagère des employés. « Je suis venu ici parce que personne ne savait qui j'étais. Parce que je pouvais servir du café aux ouvriers du bâtiment sans qu'ils me remercient pour mon service avec ce regard dans leurs yeux. Vous savez lequel, monsieur ? Celui qui mélange l'admiration, la pitié et la peur. Mais ils vous ont fait fuir, dit Maria Santos doucement. Ces brutes vous ont enlevé votre paix. Non, dit Elena, enfilant la chemise fraîche et la boutonnant de main ferme. Ils m'ont rappelé quelque chose que j'avais presque oublié. Que la paix n'est pas quelque chose que l'on trouve en se cachant. C'est quelque chose que l'on crée en tenant bon. Jake, qui était resté figé derrière le bar pendant toute la confrontation, retrouva enfin sa voix. Elena, Gégé n'avait aucune idée. 6 mois que nous travaillons ensemble, et je n'ai jamais, c'était le but, Jake. Elle lui sourit, et c'était le premier sourire sincère que quiconque avait vu d'elle. Je ne voulais pas être le sergent d'artillerie Rodriguez, marine de la force de reconnaissance. Je voulais être Elena, la femme qui s'assure que votre café est toujours frais et vos tables propres. Mais vous êtes une héroïne, cria quelqu'un du fond du bar. L'expression d'Elena se durcit légèrement. Non, Williams et Shane étaient des héros. Ils sont morts en protégeant des civils. Je suis juste quelqu'un de trop têtu pour mourir et de trop blessé pour faire autre chose que survivre. Le colonel Harrison s'approcha du bar, ses mouvements prudents et respectueux. Sergent d'artillerie, je sais que nous ne nous connaissons pas bien, mais je veux que vous sachiez ce que vous avez fait à Fallujah, tenir cette position, protéger ses enfants. Williams et Shane ne sont pas morts pour rien. 37 enfants ont survécu grâce à ce que vous trois avez fait. Les mains d'Elena s'immobilisèrent sur les torchons qu'elle pliait. 38, monsieur. Un autre est né dans l'hélicoptère d'évacuation. Sa mère l'a appelé Elena. La pièce redevint silencieuse, le poids de cette révélation s'installant sur chacun comme une bénédiction. Voici une femme qui avait littéralement donné son corps comme bouclier pour des innocents, qui avait payé en sang, en brûlure et en balles pour la sécurité d'enfants qu'elle n'avait jamais rencontrés. Et elle s'était contentée de disparaître dans l'anonymat, à servir de la bière et à nettoyer des tables. Et maintenant, demanda Jake. Je veux dire, tout le monde va savoir. La nouvelle va se répandre. Vous ne pouvez plus redevenir invisible.
Elena y réfléchit en reprenant ses tâches habituelles, ramassant les verres vides et essuyant les tables comme si rien ne s'était passé. Alors je suppose que je devrais être visible. Mais à mes conditions. Au cours de l'heure suivante, le bar retrouva lentement une certaine normalité. Les conversations reprirent, les boissons furent commandées, et le jukebox joua sa sélection habituelle de rock classique et de country. Mais il y avait une énergie différente dans l'air. Les gens se tenaient un peu plus droit. Les vétérans qui géraient le SSPT en silence se mirent à se parler, partageant des histoires qu'ils avaient gardées enfermées. La révélation de l'identité d'Elena avait d'une manière ou d'une autre donné à chacun la permission d'être plus eux-mêmes. Le shérif Bradley l'approcha alors qu'elle livrait une nouvelle tournée à une table d'ouvriers du bâtiment. « Elena, je tiens à m'excuser. J'aurais dû intervenir plus tôt. J'ai vu les signes, la façon dont vous bougez, la façon dont vous observez tout, mais je n'ai pas fait le lien. Rien à excuser, shérif. Vous avez fait exactement ce que vous auriez dû faire. Tentez de désamorcer. » Elle fit une pause, puis ajouta, « Armée, n'est-ce pas? Irak. » Il hocha la tête. 2 missions, infanterie. Rien de spécial. Juste un troufion qui fait son travail. Chaque soldat est spécial, shérif. Quiconque se lève quand les autres ne le font pas, qui va là où les autres craignent d'aller. Ne minimisez pas votre service. À mesure que la nuit avançait, Elena se retrouva à répondre aux questions des clients curieux, mais elle y répondait avec la même efficacité tranquille qu'elle montrait dans son service. Oui, elle avait fait partie de la force de reconnaissance. Non, elle ne pouvait pas parler de la plupart de ses missions. Oui, les cicatrices faisaient mal quand il pleuvait. Non, elle ne regrettait pas son service, juste certaines des choses que le service avait exigées. Vers 23 heures, alors que le bar fermait, une jeune femme l'approcha hésitante. Elle ne devait pas avoir plus de 22 ans, avec la silhouette élancée d'une coureuse et ce regard lointain qu'Elena ne connaissait que trop bien. « Madame, je suis le caporal-chef Sarah Webb, tout juste rentré d'Afghanistan. J'ai entendu ce qui s'est passé, ce que vous avez dit sur l'impossibilité de revenir à la normale. » Sa voix baissa. « Comment faites-vous? Comment faites-vous pour revenir de ça et simplement fonctionner? » Elena posa son plateau et accorda toute son attention à la jeune marine. « On ne revient pas, caporal-chef. Pas vraiment. La personne qui est partie n'existe plus. Vous construisez une nouvelle personne avec les morceaux qui ont survécu, et vous trouvez une nouvelle mission. Quelle est la vôtre? » Elena désigna le bar du geste. « Ceci, servir les gens, créer un endroit où les vétérans peuvent venir sans avoir à s'expliquer, où les civils peuvent apprendre que nous ne sommes pas brisés, juste différents. Où quelqu'un comme vous peut demander à quelqu'un comme moi comment survivre et obtenir une réponse honnête, qui est un jour à la fois, une table à la fois, un acte de service à la fois. Les compétences qui ont fait de nous de bons marines, l'attention aux détails, le dévouement à la mission, la protection des autres, elles ne disparaissent pas. Nous devons juste trouver de nouvelles façons de les utiliser. » Alors que l'heure de fermeture approchait, Elena se retrouva seule avec Jake pendant qu'il nettoyait. Le jeune barman la regardait sans cesse, débordant clairement de questions. « Vas-y, dit-elle. » Finalement, Jake demanda, « Le regrettez-vous que votre couverture ait été éventée? » Elena y réfléchit en retournant les chaises sur les tables pour le nettoyage. « Vous savez quoi? Non. Je me suis caché pendant 3 ans, essayant de faire semblant que cette partie de moi n'existait pas, mais elle existe. Elle fait autant partie de moi que mes yeux ou mes mains. Peut-être est-il temps d'arrêter de fuir cela. Restez-vous au Murphy S? Je veux dire, où irais-je d'autre? C'est mon poste maintenant, et les marines n'abandonnent pas leur poste. » Le lendemain matin, Elena arriva au Murphy S pour trouver le parking plus rempli que d'habitude pour un samedi. La nouvelle s'était effectivement répandue, et des vétérans de 3 comtés étaient venus voir la marine de la force de reconnaissance qui avait tenu tête à un gang de motards avec rien d'autre qu'une autorité tranquille et une identité révélée. Mais Elena ne fit pas de spectacle. Elle noua simplement son tablier, fit du café frais et commença à prendre les commandes. Quand les gens la remerciaient pour son service, elle acceptait gracieusement, mais redirigeait la conversation vers leur propre vie, leurs propres histoires. Quand de jeunes vétérans l'approchaient pour des conseils, elle écoutait plus qu'elle ne parlait. Murphy lui-même, de retour de Phoenix, la prit à part pendant le coup de feu du déjeuner. « Elena, j'ai entendu ce qui s'est passé. Si vous avez besoin de temps libre ou si vous voulez démissionner, avec tout le respect que je vous dois,
Monsieur Murphy, mais j'ai des tables à servir. D'ailleurs, ajouta-t-elle avec un petit sourire, je pense que les affaires vont reprendre. Chaque vétéran de la Californie du Sud voudra venir à l'endroit où un marine de la force de reconnaissance tient le bar. Elle avait raison. Au cours des semaines suivantes, le Murphy S. Roadhouse se transforma d'un simple bar routier en un lieu de rassemblement officieux pour les vétérans. Les murs commencèrent à exposer des photos et des souvenirs donnés par les clients. Une petite bibliothèque de livres d'histoire militaire apparut dans un coin. Chaque mardi devint la soirée des vétérans avec l'approbation silencieuse d'Helena. Mais le changement le plus significatif fut peut-être celui d'Helena elle-même. Elle portait toujours l'uniforme de serveuse simple, nettoyait toujours les tables avec une précision méticuleuse, s'assurait toujours que le verre de chacun était plein, mais elle ne voûtait plus les épaules pour paraître plus petite. Elle ne gardait plus les yeux baissés. Elle se déplaçait avec la confiance tranquille de quelqu'un qui n'avait plus rien à prouver et plus rien à cacher. 3 mois après la confrontation avec les Desert Vipers, Helena fut surprise de recevoir un colis au bar. À l'intérieur se trouvait une Purple Hat polie à un éclat de miroir avec une note. Sergent d'artillerie Rodriguez, vous avez laissé cela derrière vous à Lederneck. J'ai pensé que vous pourriez le vouloir de retour. Corpsman Santos. Helena tint la médaille un long moment, puis se dirigea vers le mur où d'autres vétérans avaient commencé à exposer leurs souvenirs. Elle l'accrocha soigneusement à côté d'une photo que quelqu'un avait réussi à trouver. 3 marines en équipement de combat complet, les visages sales mais souriants, debout devant une école criblée de balles. La légende disait, héros de Fallujah, caporal-chef Williams, soldat de première classe Chen, sergent d'artillerie Rodriguez. Vous savez, dit Jake, la rejoignant au mur. J'ai pensé à m'engager. Helena se tourna pour le regarder, étudiant son jeune visage attentivement. Ça colle à cause de vous, à cause de ce que vous représentez, le service, le sacrifice, quelque chose de plus grand que soi. Ce sont de bonnes raisons, dit Helena lentement. Mais assurez-vous de le faire pour vous, pas parce que vous êtes impressionné par l'histoire de quelqu'un d'autre. Le corps prendra tout ce que vous avez à donner et en demandera plus. Soyez sûr d'être prêt à payer ce prix. L'étiez-vous? Je veux dire. La main d'Helena remonta presque malgré elle jusqu'à ses plaques militaires, toujours suspendues sous sa chemise. Elle n'était plus ce fardeau honteux qu'elle avait autrefois voulu cacher, mais un signe silencieux de ce qu'elle avait vécu. Chaque putain de jour, Jake, et je le referai. Mais ça, c'est mon choix. Vous devez trouver le vôtre. Lorsqu'elle se retourna pour prendre une autre commande, son regard accrocha le miroir derrière le bar. Le reflet qui lui faisait face n'était plus celui de la jeune fille de 18 ans, naïve, galvanisée par un patriotisme brûlant. Ce n'était pas non plus l'ombre brisée d'une vétéran tentant de disparaître dans l'anonymat de la vie civile. Non, ce qu'elle voyait était différent, une femme façonnée dans le creuset du service, trempée par les épreuves, et désormais décidée à servir d'une autre manière. Les guerriers n'ont pas besoin de reconnaissance, ils servent. Ces mots étaient devenus sa devise, sa réponse inlassable aux journalistes qui venaient parfois enquêter sur cette étrange marine tenant un bar de motards. Elle servait du café, essuyait des tables, écoutait des histoires, offrait un refuge à ceux qui en avaient besoin. Ce n'était pas Fallujah, il n'y avait pas de décoration ni de médaille pour cela, mais c'était sa mission désormais. Et elle l'accomplissait avec la même détermination farouche que toutes les autres missions de sa vie. L'aigle, le globe et l'encre tatoués sur son dos, autrefois dissimulés comme un secret honteux, se dressaient désormais comme un étendard visible pour quiconque poussait la porte du Murphy S. Roadhouse. Ici, le lieu prenait des allures de sanctuaire. Ici, les vétérans trouvaient une compréhension silencieuse, les civils étaient accueillis, et chacun recevait le respect et la dignité qu'il méritait. Ici, une marine des États-Unis tenait encore la garde. Non pas l'arme au poing dans une zone de guerre, mais une cafetière à la main dans un bar au bord de la route. Toujours au service, toujours protectrice, toujours fidèle. Sampé Fidley, toujours fidèle au corps, à ses frères tombés au combat, et à cette nouvelle mission de paix. Helena Rodriguez avait trouvé son apaisement, non pas en fuyant la guerre, mais en continuant à servir autrement. Et le Murphy S. Roadhouse, à jamais, en porterait la marque.